En 2009, le journaliste et historien Pierre Domme publie sa première enquête historique intitulée « Émigrés de force, les travailleurs indochinois en France entre 1939 et 1952 ». L'ouvrage a été adapté au cinéma par un réalisateur franco-vietnamien. En 2012, il révèle dans une nouvelle enquête, ni valise ni cercueil, les pieds noirs restés en Algérie après l'indépendance, que tous les pieds noirs n'ont pas quitté l'Algérie en 1962. Selon l'auteur, 200 000 étaient encore en Algérie en janvier 1963. En 2015, Pierre Domme publie une nouvelle enquête intitulée « Le dernier tabou, les Harkis restés en Algérie après l'indépendance ». Il révèle que la majorité des Harkis, bien qu'ayant traversé une période effroyable après-guerre, n'ont pas été victimes de massacres et ont continué, non sans difficulté évidemment, leur vie en Algérie. Pierre Domme, journaliste et historien, s'intéresse à mon pays, je m'intéresse à son parcours. Je décide alors d'aller lui rendre visite chez lui, à Montpellier, dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault. Montpellier, proche de la mer Méditerranée, est aussi sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à l'ouest à l'Italie à l'est. Le climat est typiquement méditerranéen et ses habitants sont appelés les Montpelliérains. Donc, votre dernière enquête, le dernier tabou, les Harkis restés en Algérie après l'indépendance, n'a pas plu à tout le monde, rejeté par de nombreuses associations de Harkis et enfants de Harkis qui demandent à la France une reconnaissance de leur abandon et de leur massacre. Certains vous accusent d'avoir remis en cause la réalité d'un massacre à grande échelle et de faire dans le négationnisme. Votre ouvrage va-t-il contribuer à rendre la France et l'Algérie plus consciente, Pierre? Alors, mon travail sur les Harkis, restés en Algérie après l'indépendance, nous renvoie naturellement à la guerre de libération et à ses suites. Le premier travail dont nous parlions sur les années 90, c'était donc mon travail de journaliste. Alors que là, maintenant, nous passons à ma seconde activité professionnelle, c'est mon travail d'historien. Bon, donc, venons-en à mon travail d'historien et donc à mon dernier ouvrage qui est une longue enquête que j'ai menée pendant plus de 3 ans en Algérie sur les Harkis restés en Algérie après l'indépendance. Et donc vous évoquez que, à juste titre, que cet ouvrage a provoqué des réactions vives et négatives en France de la part de certaines associations d'enfants de Harkis, donc des enfants de ces Harkis qui sont venus en France en 1962. Alors que mon livre ne parle pas de ces Harkis qui sont venus en France en 1962, il parle justement des autres, de tous ceux qui sont restés en Algérie après 1962 et qui sont, comme je le démontre dans mon ouvrage, qui sont l'extrême majorité. Parce que ceux qui sont venus en France en 62 et qui font beaucoup parler d'eux en France depuis 55 ans, c'est une toute petite minorité. La grande majorité des Harkis, c'est-à-dire de ces hommes algériens qui se sont retrouvés à porter l'uniforme de l'armée française pendant la guerre de libération, la grande majorité de ces gens-là sont restés
en Algérie et sont retournés dans leur village. Ils ont subi assurément une forte répression. Certains d'entre eux ont été assassinés, mais la majorité n'a pas été assassinée et a continué à vivre. Et d'ailleurs, moi... Abandonné par la France, en fait. Alors, abandonné par la France, alors non. Parce que, justement, depuis 50 ans, en France, on pensait que tous les harkis restés en Algérie avaient été massacrés. Et donc, on parlait en effet d'un abandon de la France, mais de personnes qu'on imaginait mortes. Or là, moi je parle de personnes vivantes. On est bien d'accord. Ceci dit, puisqu'on parle de l'Algérie et de la censure en Algérie, ce livre a aussi reçu un accueil parfois très violemment négatif en Algérie. Oui, j'allais l'évoquer. En fait. Vous alliez l'évoquer. Alors, est-ce que votre ouvrage allait contribuer à réveiller les consciences? Alors, oui, naturellement, c'est mon espoir. Hein. Mais je vais parler de façon plus générale. Je pense que ce qu'on appelle en Algérie la guerre de libération, ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, a provoqué d'énormes souffrances. Et que, j'allais dire presque à nouveau, puisque les années 90 ont répété quelque part ceci, un des énormes problèmes, c'est que ces souffrances n'ont pas été sérieusement travaillées. Et là, en ce qui concerne la guerre de libération, elles n'ont pas été sérieusement travaillées en Algérie et elles n'ont pas été sérieusement travaillées en France. Et ça a provoqué de nombreux tabous, de nombreux aspects dont on a refusé de parler pendant des décennies et des décennies. Et les harkis restés en Algérie sont un de ces sujets-là dont on a refusé de parler en France comme en Algérie. Et pour en venir à votre question, je pense que les deux pays continuent à être malades de cette guerre. Les deux sociétés continuent à porter un traumatisme de cette guerre. Or, si ces deux pays, ces deux sociétés veulent un jour enfin mieux s'entendre, et il y a tellement de raisons qui doivent pousser les Algériens et les Français à très bien s'entendre, et d'ailleurs au niveau individuel, c'est ce qui se passe, hein, on s'entend très bien, c'est surtout nos gouvernements qui veulent instrumentaliser le passé pour continuer à souffler sur des vieilles braises. Mais si ces deux sociétés veulent vraiment aller ensemble de l'avant, eh bien, il faut qu'elles arrivent à parler de tous les sujets anciens, et en particulier ceux qui ont été mis sous silence depuis 55 ans. Dans les deux cas, que ce soit les événements des années 90 ou ce qui s'est passé durant la guerre de libération, il faut vraiment qu'on arrive à se réconcilier. C'est parler, c'est évoquer les blessures, c'est vraiment se mettre face à face, pardonner ou pas pardonner, mais l'essentiel, qu'on dise ce qu'on ressent en fait. En effet, là, il y a un lien qui est très fort entre ces deux événements traumatiques. C'est à nouveau la question de la guerre civile. Parce que à nouveau, il faut regarder les chiffres. Il faut regarder les chiffres de la part de la société algérienne qui, dans les années 90, non pas forcément est montée au maquis, parce que ceux qui sont montés au maquis dans les années 90, bon, moi j'ai fait tout un travail sur les chiffres, il y a peut-être entre 30 000 et 40 000 personnes qui sont montées au maquis. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas... par rapport à la population, ça reste faible. Mais par contre, la part de la population qui, à un moment ou à un autre, était intellectuellement du côté des maquisards.
du côté des islamistes armés, contre l'État, contre l'armée. Cette part est très importante. Et c'est pour ça que on peut parler de guerre civile, d'une déchirure au sein de la société algérienne dans les années 90. Eh bien, c'est la même chose pendant la guerre de libération, c'est-à-dire que, et là c'est tout le travail que j'ai fait dans mon livre Le Dernier Tabou, je suis allé à la recherche des chiffres pour savoir combien d'Algériens, d'hommes algériens avaient porté l'uniforme de l'armée française pendant la guerre de libération. C'est pas juste une petite poignée, c'est plus de 400 000. De 400 000. Il paraît qu'ils étaient de partout de l'Algérie, en fait, de toutes les régions. De toutes les régions de l'Algérie. Et c'est 400 000 sur une population totale algérienne de 9 millions à l'époque. Aujourd'hui, il y a quasiment 40 millions d'habitants en Algérie. À l'époque, il n'y en avait que 9 millions et c'est 400 000. Donc, c'est pas comme le veut l'histoire algérienne officielle, juste une petite poignée d'affreux traîtres qui n'ont rien compris à l'histoire, tandis que le peuple tout entier se serait soulevé le 1er novembre 1954. Non, il y a eu, pendant la guerre de libération, là aussi, une déchirure au sein de la société algérienne. Or, cette déchirure n'a jamais été admise. Elle n'a jamais été admise puisque dès le 5 juillet 62, le nouveau pouvoir a dit l'histoire de la guerre de libération, c'est un peuple tout entier s'est soulevé le 1er novembre contre l'affreux colonisateur français. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs, je précise que les choses soient très claires, c'est tout à l'honneur et au courage des Moudjahidines de novembre 54 d'avoir été justement aussi peu. Parce que s'il y avait eu tout le peuple, il n'y a pas besoin de beaucoup de courage quand on a 9 millions de personnes avec soi de monter au maquis. Par contre, la vérité, c'est que au début, il n'y avait que quelques milliers. Et là, il faut un sacré courage pour monter au maquis. D'ailleurs, vous me faites penser à une anecdote. Il y a la Moudjahida Zahra Drif qui dit: s'il y avait autant de Moudjahides pendant la guerre de libération, autant de Moudjahides qu'aujourd'hui, on aurait dégagé la France en 3 jours. C'est exactement les chiffres, ça. C'est toujours un problème en Algérie. C'est exactement ça. Alors, parce que nous savons tous combien la question des harkis reste un sujet extrêmement sensible en Algérie, vous avez eu du mal à publier votre ouvrage au début, des vérités difficilement acceptables des deux côtés de la Méditerranée. Quelles étaient les réactions du public lors de vos différentes interventions au Salon international du livre d'Alger, SILA 2016? Alors, c'est sûr qu'en Algérie, il s'est passé des trucs extraordinaires autour de mon livre sur les harkis, puisqu'on va prononcer ça à l'algérienne, les harkis. Parce que, au début, le livre choque. J'ai un éditeur qui veut l'éditer, mais ensuite qui voulait pas, qui baisse sa culotte. Après, c'est, on sent des pressions, etc. Bon, finalement, j'ai un autre éditeur, Ariski Aitlarbi, des éditions Coucou, qui a le courage de publier le livre et qui s'en félicite parce que je pense qu'il a vendu énormément d'exemplaires. Lui, il est connu pour être le défenseur des causes justes. En plus. Mais, si vous voulez, c'est surtout moi ce que je vois dans cette histoire, c'est une espèce de paradoxe apparent dans la société algérienne qui, à la fois, je parle de la société, je parle même pas des autorités, la société algérienne qui, à la fois, spontanément répète le discours officiel appris à l'école, etc., que les harkis c'était des traîtres, c'était des ordures, c'est des salauds, blablabla, blabla. C'est devenu même une insulte. En fait. C'est une insulte, et là je le prononce à l'algérienne à votre micro. Je sais que je choque certains de vos auditeurs, mais en même temps, la société algérienne
a bien conscience que depuis 55 ans, on lui raconte beaucoup de bobards. Elle a bien conscience que, notamment, la question des harkis, eh ben que c'est une question beaucoup plus importante. Il faut savoir que pendant très longtemps, on avait droit qu'à un seul média national, c'est l'unique, ce qu'on appelle l'unique, donc c'est le NTV. On a tendance à raconter toujours la même histoire. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui explique notamment le succès de mon livre sur les harkis, c'est que là, ils se disent « Ah là là, le livre de Monsieur Dôme, il va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous raconte que c'est intéressant, ça doit être la vérité. » Et vous employez le terme tabou, et tout ce qui est tabou attire. Absolument, voilà, c'est super. Absolument. C'est sûr que d'un point de vue marketing, le titre est bien choisi. Oui, moi, personnellement, c'est ce On est bien d'accord. Cependant, je dois préciser que le succès de mon livre en Algérie repose partiellement sur un malentendu. C'est-à-dire que l'Algérie, qui est le royaume de la rumeur, parmi les nombreuses rumeurs qui circulent en Algérie, c'est-à-dire des vérités infondées, des vérités sans preuve, mais que les gens colportent et répètent comme si c'était une vérité prouvée, qu'il y avait des documents qui permettaient de prouver les choses. Et bien, parmi ces nombreuses rumeurs, il y en a une qui circule et qui voudrait que, depuis l'indépendance, eh ben, dans les gouvernements successifs qui se sont succédés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il y ait plein de harkis. Oui. Et que, en fait, à la tête de l'Algérie, depuis 50 ans... C'est ce qu'on se dit tout le temps. Exactement. Vous le dites très bien. C'est ce qu'on se dit. Bon. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Comme c'est répété 1 million de fois, au bout de 1 million et une fois, ben, les gens, ils commencent par être vraiment convaincus. Mais une chose sans preuve, vous pouvez la dire une seule fois ou 1 million de fois, c'est la même chose. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais ça veut... C'est ça qui est intéressant. Ça veut pas dire que c'est vrai. Et donc, je sais que le succès de mon livre sur les harkis repose partiellement sur le malentendu que beaucoup de lecteurs viennent l'acheter en pensant que je vais leur donner les noms des ministres ou des généraux qui ont gouverné. Voilà. Ah, pas du tout. Et là, ils sont déçus. Ils sont très déçus parce que moi, ce dont je parle, c'est du phénomène. On peut trouver ça dans le tome 2. Ah, alors, mais je vais voir avec Ariski, avec l'Albi, si on va pas faire un tome 2. Alors là, ça sera un best-seller. Parce que moi, je me suis intéressé au phénomène réel des harkis et à la masse des harkis. Et donc, pour les lecteurs qui font l'effort de lire mon livre, ils comprendront bien que le phénomène harki, c'est un phénomène de l'Algérie paysanne profonde. C'est dans les villages, dans les montagnes, dans les campagnes de l'Algérie de 1955, 56, 57, etc., que les masses harkis ont été recrutées. Et en 62, ces masses harkis paysannes, elles sont tout simplement retournées dans leur village. Et elles sont à 1000 lieues d'avoir été capables de prendre le pouvoir à Alger. Enfin, c'est un contresens historique total quand on connaît ces hommes qui sont des paysans proches de leur terre, etc. C'est pas eux qui allaient prendre la tête de l'ANP et la tête du gouvernement à Alger. Pour les besoins de votre enquête, vous n'avez pas été en contact avec Ben Youssef Mellouk, je ne sais pas si vous le connaissez, si. Qui a fait tout un travail sur les faux moudjahidines, puisque vous évoquez Al-Sqait Al-Arbi, c'était le premier journaliste à avoir publié une enquête sur les faux moudjahidines. Vous l'avez rencontré ou pas, Pierre? Alors, je ne l'ai pas rencontré. À nouveau, on parle des mêmes choses profondes en Algérie dans le travail des journalistes et le rapport à la vérité des faits historiques.
Ben Mellouk a apporté des éléments de preuve très solides sur un système avec des juges corrompus qui produisaient des faux certificats et donc qui produisaient donc des faux moudjahidines. Bon, ça c'est très intéressant parce que c'est prouvé. Ben Mellouk a apporté des documents. Il parle de juges algériens de l'Algérie indépendante qui produisaient des faux certificats de moudjahid. Pour moi, ces révélations sont très intéressantes sur la question des faux moudjahidines, dans le sens, c'est comme disait Zoradrif, il y a eu une inflation de cartes, de production de cartes de moudjahid. Mais c'est comme si c'était vous qui... vous avez même pas fait la guerre, enfin vous étiez même pas né, et vous soudoyez un juge ou des témoins ou je sais pas quoi pour vous faire une carte de moudjahida et ça vous permet d'avoir accès à des subventions, etc. Bon, c'est une pension, etc. Donc c'est ça pour moi l'affaire Ben Mellouk. Parlons de censure, parce que là on parle de l'Algérie depuis tout à l'heure, mais même en France, vous avez subi quand même de la censure suite à votre ouvrage sur les harkis, non? Ma mémoire est bonne quand même. Si, le salon de livres des Alpes-Maritimes. Oui, alors, excusez-moi, en effet, de censure au sens où j'ai été interdit de publication, parce que en France, cette censure-là n'existe pas, soyons bien clairs. Par contre, ce que j'ai subi, en effet, et c'est ce que vous évoquez après la publication de mon livre, c'est une déprogrammation lors de conférences où j'avais été invité dans un premier temps. Je m'explique. Lorsque chacun de mes livres paraît, eh ben, il y a plein de gens en France qui sont intéressés et qui m'invitent pour donner des conférences. Ça peut être des organisations pour donner une conférence dans un lieu X ou Y, et ça peut être des salons du livre où là il y a plein d'autres invités. Voilà, après la publication de mon livre sur les harkis, j'ai été invité un peu partout en France. Bon, tout s'est très bien passé, sauf à deux endroits très précis où ils ont commencé par m'inviter. Ces deux endroits, donc c'est le salon du livre de Mouansartou, qui est un petit village à côté de Cannes, et c'est un village petit, mais son salon du livre est très très réputé, il est très connu, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de public, c'est un des gros salons du livre en France, même s'il se passe dans un petit village, on va dire. Donc il y a le salon du livre de Mouansartou, et il y a l'église catholique de Toulon. Il y avait une association catholique de Toulon qui voulait m'inviter. Et là, comme à Mouansartou, comme au salon du livre de Mouansartou, 2 ou 3 semaines avant la date de la conférence, soudain, coup de théâtre, on m'annonce que non, finalement c'est annulé. Bon. Et là... Sans évoquer les raisons, c'est ça? Pour le coup, alors à Mouansartou, j'ai eu au téléphone la directrice du festival, qui est l'adjointe municipale chargée de la culture. Donc c'est une femme politique, et comme toutes les femmes et les hommes politiques, ils pensent aux prochaines élections. Et donc là, elle m'a dit, écoutez-moi, c'est très simple, à Mouansartou, il y a eu en 62 un petit campement de harkis, en 62. Maintenant, ils ont fait des enfants, ils sont installés dans la ville, et c'est des électeurs. Or, l'un d'entre eux est venu me voir en me disant « Ah non, le livre de Pierre Daume, c'est un scandale. Il dit que tous les harkis n'ont pas été massacrés en Algérie, alors que moi, je vous le dis, ils ont tous été massacrés, et nous sommes les seuls survivants de ce massacre. Et donc, si vous maintenez Pierre Daume dans votre programmation, nous, on votera plus jamais pour vous. » Et donc, bêtement, comme tout homme politique et toute femme politique est idiote, ils pensent aux élections suivantes. Et donc,
elle m'a déprogrammé. Donc ça c'est pour Montsartou. Et pour Toulon, là c'est l'église catholique et il se passe une chose particulière, c'est qu'à Toulon, il y a un évêque, donc c'est le responsable de l'église catholique de Toulon et de toute la région. Il y a un évêque qui est d'extrême droite. On peut le dire. Pour l'Algérie française. Et, en général, c'est ça. Et l'extrême droite en France a en effet un discours où elle continue à regretter la perte de l'Algérie, blablabla, blablabla. Et donc, moi, mes travaux, que ce soit mon livre sur les pieds noirs restés en Algérie ou mon livre sur les harkis restés en Algérie, en gros, on comprend à travers mes recherches que la responsabilité principale des souffrances qu'ont vécues les Français et les Algériens, c'est le système colonial, pour aller vite. Ce système colonial qui a envoyé, alors pour parler des pieds noirs, qui a envoyé des gens d'Europe ou qui a accueilli des malheureux d'Europe à partir de 1830, leur a donné un bout de terre sans leur dire que cette terre avait été volée à d'autres personnes. Et les types, ils ont embûché la terre et tout, et puis ils ont fait des enfants et des petits-enfants, etc. Et ensuite, les arrière-petits-enfants, ce qu'on appelle les pieds noirs, eux, voilà, ils ont jamais eu conscience d'avoir fait du mal à personne. Et ensuite, un jour, on leur dit, c'est fini, maintenant il faut rendre les terres qui ont été volées, etc. Bon, donc tout ça, ça crée d'énormes souffrances, d'énormes incompréhensions. Bon, et si, quand on étudie l'histoire, la responsabilité de base, c'est le système colonial. C'est la France coloniale de 1830 qui se permet d'envoyer des bateaux avec des armes en Algérie, des bateaux qui sont d'ailleurs tous partis de la ville de Toulon. Des bateaux en Algérie avec plein d'armes, plein de fusils, plein de soldats, et qui disent aux Algériens, écoutez, maintenant ici c'est la France, et si vous n'êtes pas contents, on vous assassine. Et Dieu sait si l'armée française, en 1830, a assassiné un grand nombre d'Algériens. Donc moi, je dis ça, c'est des faits historiques. Voilà, sauf que les gens de l'extrême droite en France refusent d'admettre ces faits historiques, et ils sont toujours là à expliquer que non, qu'il fallait que l'Algérie reste française, blablabla, blablabla. Bref, donc, il y avait cette association catholique de Toulon, qui sont des gens très bien, qui se sont dit, là, c'est intéressant d'inviter Pierre Daume pour réfléchir un peu différemment sur l'Algérie, sur le passé, pour pouvoir, en effet, comme vous dites, aller de l'avant. Et là, l'évêque a entendu parler de cette conférence, et il a dit non, je veux pas. Et donc ça a été annulé. Donc ça, c'est les deux cas, on va dire. Donc on va pas appeler ça de censure, c'est d'interdiction de débat. Okay. Pour les besoins de votre livre sur les harkis, vous êtes resté combien de temps en Algérie? Donc je suis allé 5 fois pendant 3 ans, et à chaque fois je passais 1 mois et demi. Et jamais eu de problème avec les autorités, rien? J'ai tout fait pour ne pas en avoir. D'accord. En sous-marin? C'est-à-dire que j'expliquais pas aux autorités, coucou, je suis là pour écrire un livre sur les harkis, parce que rien que vous prononcez le mot, tout de suite on vous met dans un avion. Alors, vous n'avez pas répondu. Quelles étaient les réactions du public lors de vos différentes interventions au Salon international du livre d'Alger, SILA 2016? Absolument. Donc, au SILA 2016, où j'ai passé une semaine formidable dans le stand des éditions Coucou, là, mais c'était un défilé tous les jours. C'était extraordinaire. C'est vrai? D'abord, pour mon ego d'écrivain, on a l'impression d'être un type célèbre et d'avoir du succès et tout. Bon, donc c'était extraordinaire. Areski avec l'Arbi était ravi parce que son stand accueillait plein de gens. Alors, celui qui a eu autant de succès que moi, si c'est même plus peut-être, c'est tout de même le frère de Haït l'Arbi, le grand avocat
cette année-là, venait de publier un livre sur la justice en Algérie, on va dire. Et là, lui aussi avait la queue de lecteurs devant lui, comme moi, je l'avais. On était assis l'un à côté de l'autre, et donc il y avait deux queues qui se formaient. Donc c'était génial. Donc ça s'est super bien passé. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les gens, ils viennent pour acheter le livre, ils viennent pour avoir la signature de l'auteur, ils viennent pour faire un selfie avec l'auteur, mais ils viennent aussi pour parler. Et parce qu'il y a besoin de parler de la colonisation, de parler de la guerre de libération, un besoin qui est énorme. Comme je vous l'ai dit, en fait, pendant très longtemps, on nous rabâchait toujours la même histoire. Moi, j'ai grandi avec des faits erronés, finalement. Avec l'âge, je découvre qu'il y avait beaucoup de détails qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui même en Algérie. Voilà. Et donc, c'était des discussions sans fin, avec des lecteurs qui restent devant la table et qui veulent débattre. Et puis ensuite, il y a le type derrière dans la queue. D'abord, il commence par s'énerver parce que lui, il attend sa signature, donc bon. Mais ensuite, il est pris au jeu de la conversation, il se met à intervenir et il n'est pas d'accord. Et bon, et en fait, tous les après-midi, il y avait un débat sur le passé colonial, sur la guerre. Ah, ça s'est très très bien passé. D'accord. Ah non, c'était absolument formidable. Par contre, les organisateurs du SILA ne m'ont pas invité à un débat. Parce que vous savez que pendant le SILA, vous êtes sur le stand de votre éditeur, mais certains auteurs sont invités dans une des salles à présenter leur travail, etc. Et ça, non. Ça, c'était trop pour les autorités algériennes, et notamment pour le programmateur de l'époque, qui est un type qui m'avait reçu dans son émission, bon, j'ai oublié son nom, il a une émission littéraire sur Canal Algérie. Bref, et il est venu me voir dans le stand pour me faire la bise. Ah, Pierre, ça me fait plaisir de te voir et tout. Et je lui ai dit oui, ça te fait plaisir, mais tu m'as pas mis dans ton programme de conférence. Ah non, mais Pierre, tu sais, non, je peux pas, tu sais, c'est quand même un sujet délicat, les harkis, blablabla, bla. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Dites-moi, les harkis que vous avez rencontrés en Algérie, vous les avez dénichés où? Ah non, mais répertoriés, non, mais vous avez absolument raison. Absolument raison. Mais là, excusez-moi, j'ai fait un travail de journaliste que n'importe quel journaliste algérien aurait pu faire. Et là encore, je m'interroge parce que sur la pugnacité des journalistes algériens. Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a plein de formes de censure en Algérie contre la presse, il y a plein de restrictions des libertés des journalistes, mais d'un autre côté, je trouve que c'est un travail d'un historien quand même. Oui, mais précisé quand même tout à l'heure. Alors, vous avez tout à fait raison, mais trouver des types au fin fond des villages, des types qui, en effet, depuis 55 ans, ne sont répertoriés nulle part, et puis essayent qu'on parle pas d'eux et de faire oublier, de se faire tout petit. Bon, ça c'est le b.a.-ba du journaliste. Et d'ailleurs, je le dis dans mon livre. Vous préférez garder l'anonymat ou pas? Alors là, donc j'explique tout ça dans mon livre, hein, mais je peux vous répondre à votre question. Mais bien naturellement, à chacun de mes interlocuteurs, dès le début, je posais la question de l'anonymat, hein, et plus largement de leur sécurité, parce que ça faisait 55 ans qu'ils vivaient, comme vous dites, en se faisant tout petit dans leur coin. Je voulais pas avoir la responsabilité qu'il leur arrive des malheurs, alors qu'en plus c'est tous des vieux monsieur par définition, et que donc bon, il faut les laisser mourir tranquillement, quoi. Bon. Et donc on en parlait très librement. Comme je l'explique dans mon livre, en gros, une moitié d'entre eux m'ont demandé de protéger leur anonymat. J'aurais expliqué comment j'allais le faire, je changeais les noms, etc. Mais une autre moitié, elle voulait mettre son vrai nom, parce que il y en avait marre, ça faisait 55 ans qu'il se cachait,
et que cette histoire n'en finissait plus, que leurs enfants se faisaient traiter de fils de Harki ou de Bent Harki. Ils étaient contents que je vienne, que je les ai trouvés, parce que, et je raconte dans mon livre comment j'ai fait pour les trouver, parce qu'en effet ça c'était du boulot. Et là, ils voulaient parler, ils voulaient que ça se sache. Et donc... un travail de psychologue. Et en fait, enfin, pas de psychologue, mais en tous les cas, je sais que ça leur a fait du bien de me parler, et ça leur a fait du bien, et puis je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux. Ils sont heureux que mon livre soit publié. Ils sont heureux que la vérité éclate, qu'on entende leur voix, qu'on voit ce qu'a été leur vie, etc. Ah bah super. Et quand vous vous présentez, vous leur dites est-ce que vous êtes Harki? Vous employez ce terme directement ou... Je ne me pointe pas dans un village et je demande à l'épicier, je cherche des Harki, là, vous... Non, le mec qui va me prendre pour un cinglé. Non, non. Donc je suis allé dans une 60aine de villages, mais vraiment très reculés dans toute l'Algérie. Je ne me pointais pas au hasard dans un village. J'avais déjà eu connaissance, eu le contact d'une famille de Harki vivant dans ce village. J'avais réussi via Internet, les emails, via Facebook, via le téléphone, via tout ça, à entrer en contact soit avec le vieux monsieur, soit avec un de ses enfants, parce que c'est souvent les enfants qui utilisent Internet, etc. Et là, j'avais tout de suite mis carte sur table. J'avais dit, je suis un historien français, je prépare un livre sur les Harkis restés en Algérie depuis 50 ans et dont on n'a jamais entendu parler. Est-ce que vous ou votre père est d'accord pour me recevoir et me raconter son histoire? Bon, d'ailleurs, il y en a certains qui m'ont dit non. Non, non, moi, c'est trop dangereux pour moi, les gens vont parler, etc. Bon, mais ceux qui ont accepté de me recevoir, eh ben, quand j'arrivais chez eux un mois plus tard ou 2 mois plus tard, on faisait pas de chichi. Ils disaient oui, moi j'ai été Harki. Et c'est... assument, en fait. Ah ben oui, oui. Alors, pour être plus précis, c'est-à-dire que on va dire que ils n'ont pas peur d'employer ce mot. Par contre, eux, profondément, quand ils parlent d'eux, quand ils parlent de leur passé, ils disent cette phrase qui est revenue dans la bouche de tous, que ce soit en français ou en arabe: j'ai travaillé pour les Français, ou bien j'ai travaillé pour l'armée française. Quand ils parlaient de leur engagement dans l'armée française, ils disaient j'ai travaillé pour les Français. Khdemt les Français. Khdemt les Français. Et khdemt quoi? Mais quoi en fait? Ben, c'est-à-dire que il s'agit d'anciens paysans qui étaient dans des familles qui crevaient de faim et fallait trouver du boulot. Fallait trouver du boulot et donc eux, ils ont bossé pour l'armée française. Donc c'était pas des mouchards. À propos, parce que Pierre, pour nous les Algériens par exemple, dire Harki c'est un mouchard. Hein. C'est comme si, attention, même si Harki ça vient de Haraka. En fait, oui, c'est un contexte historique. Ceci dit, non seulement en arabe, mouchard c'est bia. Bia. Oui, c'est bia. 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 Donc c'est un autre mot. Et dans la réalité historique, à l'époque de la guerre, dans la conscience de tout le monde, le Harki se différenciait du Bia. D'accord. Parce que dans les villages de cette Algérie paysanne, le Harki, on le voyait, il portait l'uniforme français. D'accord. Alors que le mouchard, lui, voilà. Par définition, c'était un agent secret, en quelque sorte. Oui, c'est logique. J'en parle dans mon livre, que à la Libération, les officiers de la LN qui sont entrés dans les villages et qui ont arrêté les Harkis, de temps en temps, ils arrêtaient aussi des mouchards. Mais face
aux mouchards, ils étaient beaucoup plus violents que face aux harkis, parce que ils disaient aux mouchards, ces officiers de la LN, moi, quand j'étais dans le maquis, eh ben, le harki, lui, je savais où il était. Je pouvais me protéger de lui, me cacher ou lui tirer dessus. Alors que toi, le mouchard, t'étais beaucoup plus dangereux pour moi. Donc comme ça, des agents doubles, en fait. Exactement. Donc ça, c'est quand même... Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Le problème des harkis est un révélateur parmi d'autres du crime colonial entendu comme fait de longue durée dont les vrais responsables n'ont jamais été soumis au jugement et à la justice. Selon vous, Pierre, la France de Gaulle n'a pas été à la hauteur des valeurs de la France républicaine? Ah non, mais ça, c'est la France républicaine de la Troisième République du 19e siècle, qui, pendant un siècle, a contredit ses propres valeurs. C'est-à-dire que... Donc il n'était pas à la hauteur de la France républicaine. Absolument, absolument. C'est l'entreprise coloniale elle-même, au 19e siècle, qui était en contradiction, dès le départ, avec les valeurs de la Révolution française de 1789, qui a proclamé l'égalité entre tous les citoyens. Et là, c'est cette même France républicaine qui s'est permis d'aller opprimer des peuples à travers le monde entier et de les soumettre à des lois inégalitaires. Donc là, oui, ça c'est sûr que du début jusqu'à la fin, la République française n'a pas été à la hauteur de ses propres valeurs. D'accord, merci Pierre. Merci chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans Voix. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Merci à vos auditeurs. Au revoir. Shake it, but kill it till we know.